Bonjour, je suis Bernadette, je suis française d'origine et j'habite au Québec depuis 44 ans. Hola, me llamo Carla Valdivia, soy de origen boliviano y estoy establecida en Bélgica. Bonjour, je m'appelle Farida, je viens d'Algérie, de Chlef et je suis en France, à Villedieu.你好，我的名字叫小娟，我从台湾的台北过来，现在我住在巴塞罗那，西班牙。My name is Melit Delma Radcliffe. I live in the Dominican Republic and I'm from England. Bonjour, je m'appelle Pen Park, je viens de Thaïlande et j'habite en Vendée, en France, depuis 6 ans. Bonjour, je m'appelle Balan Silvia, je suis de Roumanie, dans la ville Bucarest. J'habite ici depuis le 98 à Liège. My name is Felma Fontanilla. I am originally from Philippines and now I live in Saint Jerome, Quebec, Canada. Pues mi nombre es Alba Luz Álvarez Cuadra. El apellido Cuadra es muy común en Nicaragua. Tengo 12 años de vivir aquí en Costa Rica. Anaraku Solange, Zauterga à Sainte-Marie à Madagascar. Zahumpetraka en France, à l'île Dieu. سلام، من نسترن هستم، یه خانم ایرانی 35 ساله که توی پاریس زندگی میکنم. 2 ساله که اومدم به پاریس. My name is Dr. Laura Szymanski. I am an American. I was born in Las Vegas and I live now in Liège, Belgium, and I am moving soon to Tours, France. Eunire Apollo Michel. Yo viene de Haití y viví aquí en República Dominicana. Eunide est assise devant le ministère de l'Éducation nationale, un bout de trottoir qu'elle connaît par cœur. Elle s'installe au même endroit depuis 3 ans. Sur sa poussette d'enfant, elle vend ses articles, bonbons, gâteaux sous sachet, cigarettes à l'unité, carte de recharge de téléphone. C'est son quotidien de 6h à 16h du lundi au vendredi. Elle est là pour les clients. Et Eunide n'est pas la seule sur l'avenue Gomez, mais sa différence et sa fidélité depuis tant d'années. Ses clients ont toujours une parole à échanger. Une connivence est tissée au fil des années. Quand je rencontre Dine, elle est en République dominicaine depuis 6 ans. Elle a rejoint son mari. Pas question pour elle de venir sans papier. Elle a obtenu son passeport et son visa qu'elle renouvelle tous les ans. Ses enfants, eux, sont restés au pays avec leurs grands-parents. Elle a envie de les faire venir auprès d'eux, évidemment, mais difficile d'obtenir des papiers. Et elle ne veut pas qu'ils soient clandestins comme l'est la majorité de ses compatriotes en République dominicaine. Son rêve serait de revenir au pays. Il est fort peu probable que cela arrive avant de longues années. Être déchirée entre les 2 pays est une blessure ouverte pour Eudine. Elle prend son mal en patience, se résout à son sort, ressent parfois le racisme anti-haïtien des Dominicains à son égard, mais ne n'en s'offusque pas. Elle n'est pas là pour revendiquer, juste pour vivre.
simplement. La vie en France, pour moi, n'avait pas de... J'y voyais pas d'intérêt. Il n'y avait pas de peps, il n'y avait plus de... C'était devenu monotone, sans intérêt, sans surprise. Un ras-le-bol général. Peut-être limite dépression. Peut-être. Je pense que quelques mois de plus, peut-être que ça serait arrivé à ce niveau-là. Un boulot bon, très, très riche, très divers, enfin un atelier, travailler dans un atelier, mais bon, sans voir le ciel, sans voir passer les journées, et pas vraiment de récompense en échange. Donc une envie de bouger, de bouger d'où j'étais. À Taïwan, j'ai étudié l'espagnol à l'université. Cuando tenía 20 años, tenía una vez que puedo viajar, una oportunidad para venir a España. Vers l'âge de 20 ans, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage en Espagne et à ce moment-là, j'ai décidé qu'un jour, je vivrais à Barcelone. Cette idée est toujours restée dans ma tête. Et quelques années plus tard, quand j'étais plus âgée, je pensais que si je ne le faisais pas, maintenant, je risquais de me marier et alors je n'irais plus jamais vivre à Barcelone. Cela fait 8 ans que j'habite en Espagne. J'ai décidé de changer de pays car dans mon pays, en Colombie, la situation était devenue compliquée. Je travaillais dans une entreprise où il y a eu compression de personnel et j'ai été licenciée. Nous avions une hypothèque que nous ne pouvions plus payer. Et un jour, la banque m'a dit qu'elle allait me retirer ma maison, qu'elle allait me déloger. Cela faisait 10 ans que je payais et l'hypothèque était pour 15 ans. Je me suis dit qu'on n'allait pas me retirer ma maison. Je m'en vais. Je m'en vais quelque part où je pourrais gagner de l'argent et en envoyer pour payer l'hypothèque. J'avais une amie, plutôt une connaissance en Espagne, que j'ai appelée pour lui demander de me trouver du travail. Elle m'a aidée, m'a envoyé une offre de travail et je suis venue, seule. J'ai dit, je pars. Et mon époux m'a demandé, mais tu es sûre? Tu veux vraiment partir? Je lui ai répondu, je ne veux pas partir, je dois partir. Pourquoi suis-je partie? Je suis partie parce que je voulais découvrir comment était le reste du monde. Je voulais sortir de mon environnement et voir comment les choses étaient ailleurs. J'étais en chemin pour l'Afrique et je suis finalement restée coincée en Espagne. J'ai passé 23 années en Espagne. Je crois que ce sont 2 raisons qui m'ont motivée à quitter mon pays. Ma meilleure amie, nous nous connaissons depuis 26 ans, a décidé un jour de venir vivre en Espagne. Elle avait besoin de quitter le Venezuela, a choisi de venir en Espagne et elle me manquait beaucoup. Nous parlions tous les jours. Les appels auraient coûté plus cher que de la rejoindre. Et l'autre raison était que j'avais besoin de fermer un cycle de ma vie. Je voulais changer d'environnement et quel meilleur motif que celui de la rejoindre. Je pense que c'est ces 2 raisons qui m'ont réellement motivée à partir. En 2005, Mariana arrive à Madrid avec un visa de tourisme en poche. Son fils la rejoint peu après. Elle cherche du travail, trouve des emplois mal rémunérés, survit grâce à ses économies. Avant la fin de la première année, elle se donne 2 mois pour tenter le tout pour le tout. Sinon, elle rentrera au pays. C'est à ce moment-là qu'elle se fait contrôler par la police. Écrouée, mise en garde à vue, elle passe 3 nuits au commissariat avant que sa situation ne soit réglée. Mariana est sommée de quitter l'Espagne dans les plus brefs délais. Un répit lui est cependant accordé du fait de la présence de son fils mineur dans le pays. Durant ce répit, la solidarité s'organise. Des Espagnols lui portent secours. Un Espagnol, l'un d'entre eux, lui propose de venir vivre chez lui à Valladolid, le temps de trouver une solution. Il semble qu'une bonne étoile veille désormais sur Mariana, car en l'espace de 15 jours, elle trouve un emploi dans un bar-restaurant. Tout s'améliore en effet, car son patron, quelques mois après, lui propose de régulariser sa situation par un permis de travail. Pour cela,
elle doit rentrer au Venezuela. Mis jefes lograron regularizar mi situación, pero nos costó un poco. Entonces yo me tuve que ir a mi país, estaba ya 3 meses y medio y no sabía, como no sabía si volvía, pues eso es lo que le decía a todo el mundo. Mes patrons ont fait les papiers, mais ça a été difficile. Hein. J'ai dû passer 3 mois et demi au Venezuela et pendant ce temps-là, je ne savais pas si j'allais repartir. Hein. Entonces la gente, pues bueno, como no sabes si vuelve o no, te hacen un hueco en su vida, pero no es lo mismo, ¿sabes? Y mucho menos cuando saben que te vas a volver a ir. Et c'est ce que je disais autour de moi. Avec mon entourage, ce n'était pas facile car ils ne savaient pas si j'allais partir. Et si je partais, si j'allais revenir, nos relations n'étaient plus comme avant. Les papiers faits, Mariana revient vivre en Espagne et commence sa nouvelle vie. Une dizaine d'années après être arrivée à Madrid et à Valladolid, Mariana ne songe toujours pas à rentrer au pays. Elle n'est pas contre l'idée par contre de partir s'installer dans un autre pays d'Europe. Si ya lo hice la primera vez, que ha sido lo más difícil, no me da miedo ahora mismo tener que irme a otro lado. Si je l'ai déjà fait une fois et c'était la plus dure, ça ne me fait pas peur de repartir de nouveau. Les 2 ou 3 premières années, j'étais illégale. Ensuite, j'ai fait une résidence de travail, puis on m'a fait des papiers à travers une entreprise et j'ai enfin pu obtenir mon premier permis de résidence. Tout était très compliqué, avec beaucoup d'embrouillamini et les nerfs étaient mis à dure épreuve. Vais-je avoir mes papiers ou non? Vont-ils faire une enquête? Et tous les papiers qu'il faut présenter et les queues qu'il faut faire. Je me souviens d'une queue à l'office où se font les papiers. Nous étions très nombreux et soudainement des policiers en chevaux nous ont poussés brusquement contre le mur. Je me souviens aussi d'avoir entendu des gens de l'administration dire à des personnes de couleur noire « Vous voyez bien que nous ne sommes pas dans la jungle ». Pour nous, Argentins, qui pensions, je ne sais pas pourquoi, avoir un autre statut, être comme des Européens, nous nous rendions compte que sans papier, sans travail, tu n'es rien et on te traite affreusement. Ça me choque que justement, des fois, on me dit, on me traite d'immigrante. Ça me choque parce que je me dis, ben merde, après 44 ans, c'est quand que je vais être du pays, là, tu sais. Surtout que j'ai donné toute ma carrière, j'ai fait 35 ans. Et quand on me traite d'immigrante, c'est comme si tout d'un coup, on me rejette. Je le sens comme ça. Alors que moi, je me sens d'ici. Je me sens plus étrangère quand je vais en France. J'aime pas comment ils pensent les Espagnols sur les Marocains. Et aussi quand tu pars avec ta mère et avec les amis de ta mère, tu parles en arabe, ils te regardent comment... Si tu fais un crime, quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi, mais bon. Ils doivent comprendre que le Maroc, c'est juste un pays comme les autres. Et aussi, on a des cultures qu'on le respecte. Et ici aussi, ils ont des cultures qu'on doit le respecter. Et aussi, pour comment je m'habille, ils me disent toi, tu dois porter un voile ou tu dois mettre des choses longues et je sais pas quoi. Et moi, non, je porte comme ça au Maroc. Je suis venue comme ça et je reste comme ça. Alors, je dois pas changer, je vais pas me changer. Normalmente la gente ve que yo soy de Holanda. Normalement, les Espagnols voient que je suis d'Hollande, que je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas traitée négativement comme peuvent l'être les Sud-Américains pour qui c'est très difficile. Sensación negativa que a veces si eres de Sudamérica aquí es más difícil. Lo único es que como la seguridad social es gratis en España. Cependant, comme la sécurité sociale est gratuite en Espagne, j'ai plusieurs fois eu la sensation d'un regard accusateur du type « Regarde, il y en a encore une qui vient en profiter, comme tous les autres Européens qui viennent se faire opérer chez nous. » Parfois, j'ai dû leur dire « Pardon, mais moi aussi je travaille en Espagne et moi aussi je cotise. » Quand je suis arrivée ici la première fois, et je me rappelle toujours, c'était au mois de novembre, j'ai laissé une chaleur chez moi. Pour m'habituer, c'était très dur. J'arrive dans une île, je ne connais personne. Les gens, ils ne me connaissent pas.
Les gens ils te regardent bizarrement, une étrangère ici. J'ai essayé après, parce que moi je suis quelqu'un qui parle à tout le monde, qui est toujours, je respecte tout le monde, bonjour, bonsoir. Tout d'un coup je commence à dire aux gens bonjour, bonsoir. Petit à petit je commençais à blaguer avec l'autre. Et maintenant, tu demandes Farida, tout le monde me connaît. Depuis que je suis là, je suis intégrée avec ces gens-là. Si j'ai un problème, ils sont à mon secours. J'ai travaillé, mais par contre, les premiers temps, j'ai eu un petit peu de soucis dans mon boulot. Premier temps, ouais, elle vient bouffer notre pain, on entend ça. Moi, je disais rien, ça me faisait mal au cœur. Après, il y en a une autre. Oui, on a voté pour Le Pen pour que les Bougnoul ne travaillent pas avec nous. Moi, j'ai rien dit. Ça travaille à la tête. Après le lendemain, tu n'as plus envie d'aller travailler. Mais depuis, non. Dans le visa, c'est écrit que... Sur mon visa, il est écrit que je ne peux pas aller au Bhoutan. Excepté Bhoutan, tout le pays, on doit... J'ai le droit d'aller partout, sauf au Bhoutan. Tulsa est originaire du Bhoutan, enfin du Népal. En tout cas, elle est maintenant canadienne, mais une bonne partie de sa vie, elle a été apatride. Son histoire. Tulsa est née dans un pays, le Bhoutan, qui prône le bonheur national brut. C'est à 10 mois dans les bras de ses parents qu'elle connaît l'exil. Comme près de 90 000 membres de son ethnie, les Lhotshampa, elle trouve refuge au Népal au début des années 1990. Son peuple est considéré comme indésirable par le roi. Il les chasse et leur enlève biens et nationalité. Le Népal les accueillera, mais sans leur accorder le droit de résidence. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies est chargé de trouver une solution à cette crise migratoire. Tulsa passera les 17 premières années de sa vie dans ce camp, dans l'un des 7 camps au Népal. Les souvenirs que la jeune fille en a sont pêle-mêle les heures limitées de distribution d'eau, le bois qu'il faut aller ramasser pour faire la cuisine, l'ONG Caritas qui offre l'éducation aux enfants sous des tentes, ou encore les groupes électrogènes qui donnent un peu d'électricité chaque jour au campement. Malgré la rudesse et la précarité de la vie qui y règne, Tulsa est heureuse dans ce camp, notamment grâce à la grande solidarité entre tous les réfugiés. Ces 17 années dans le camp se passeront dans l'attente d'un pays qui veuille bien les accueillir. Cette opportunité se réalise enfin quand 7 pays ouvrent leurs frontières aux réfugiés. Sa famille choisira de s'installer au Canada, une partie de sa famille aux États-Unis, ses amis en Australie. En mars 2010, la famille de Tulsa embarque dans un avion et arrive à Montréal. De Montréal, elle est dirigée rapidement vers Saint-Jérôme, dans les Laurentides, où elle est prise en charge par l'ONG Le Coffret. Plus de 30 familles bhoutanaises s'installent dans cette ville. Ensemble, ils perpétuent les traditions entre eux. C'est comme un ciment qui maintient leur raison de vivre. Mais par ailleurs, ils commencent à adopter petit à petit les habitudes québécoises. Le premier pas vers l'intégration passe par l'apprentissage de la langue. J'ai tout de suite allé au CIGEP pour apprendre le français. J'ai donné le cours tous les jours, 5 jours par semaine, maman, papa aussi, pendant 9 mois. Je suis allée à l'école pendant 9 mois, tous les jours, pour apprendre le français avec mes parents. Si les jeunes apprennent rapidement, c'est plus lent pour les adultes. Mais tous ont une seule et une même envie, s'intégrer rapidement dans leur nouveau pays d'adoption. Tulsa aime le Canada et aimerait passer le reste de sa vie. Cependant, elle suivra les traditions bhoutanaises selon le souhait de ses parents. Je pense que je vais suivre notre culture
J'ai choisi le garçon dans la même culture que moi. Mais mes enfants, si ils ont choisi le Québécois d'autres cultures, c'est son droit, mais j'ai pas... Je suivrai les traditions de mon peuple, je choisirai un garçon parmi ma culture, parmi mon peuple. Par contre, si mes enfants tombent amoureux d'un Québécois ou d'une autre personne, d'une autre culture, je les laisserai se marier avec ces personnes. Si j'obtiens des papiers, je reste ici. Je veux bien rentrer pour des vacances, pour voir ma famille, mais rien de plus. Ce qui est difficile, c'est les 3 premières années. Ça, c'est vraiment très difficile, parce que pendant 3 ans, moi, je disais chez nous, et c'était là-bas. Et on est allé 2 fois, puis un jour, la 3e année, j'ai dit, on s'en va chez nous, puis pour la première fois chez nous, c'était ici. Fait que là, on est retourné chez nous. Et là, on a décidé, on s'est bâti. Mais une fois qu'on essaye de rentrer nos racines, prend la 2e génération, pourtant, tu vois, on n'a pas la barrière de la langue, mais la 2e génération, ça va aller mieux. Moi, je dirais, un jour, moi, je retournerai chez moi. Mes enfants, c'est clair, ils sont grands, ils ne viendront pas. Ici, c'est très bien, ici, bon, mais un jour, tu as envie d'être avec c'est tes racines, c'est ta famille, il y a ta famille, il y a tout ce que... Comme j'ai dit aux gens ici, moi, j'ai pas de famille, mais ma famille, c'est mes enfants. Moi, je n'oublie pas parce que bon, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu là-bas, mais bon, j'ai passé ma moitié de ma vie ici. Je me suis jamais sentie française. Comme je dis aux gens, je suis toujours algérienne, je suis française par papier. Il n'y a rien qui m'attache en fait à Madagascar maintenant. Si on réfléchit bien, je n'allais pas abandonner mon mari, mon enfant. Quand je prends des décisions de quelque chose, je n'ai pas de regret après. Jamais j'ai pensé un jour je retournerai habiter à Madagascar. Mais il veut rentrer maintenant. Parce que moi, ma mère, il a vraiment eu des difficultés de vivre ici. Et bon, il est là juste pour qu'il nous aide pour terminer nos études et ça, et on rentre. Ici, si tu travailles pas, tu peux pas manger. Au Maroc, non. Au Maroc, t'as la famille, ils peuvent t'aider. Tu sais que t'es dans ton pays. Alors, c'est pas la même chose que t'es dans un autre pays. At the moment, actually, Poland is doing really well, you know, and I know that those of my friends who stay there, you know, en fait, actuellement, la situation en Pologne est assez bonne. Tous mes amis et ma famille là-bas vivent bien. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas la peur de ne pas trouver un travail, car j'en trouverai un, certainement. En fait, je me sens déconnectée avec mon pays. J'aime mon pays, mais ce sont les gens que j'aime. Ce sont mes amis et ma famille, et c'est eux qui me manquent. Et cela me manque si je ne vais pas en Pologne pendant plusieurs mois. Mais non, je ne reviendrai pas en Pologne. Je ne dis pas que je vais rester à Barcelone toute ma vie, car je ne sais pas ce qui peut se passer. Peut-être que quand j'aurai 60 ans, soudainement, je me rendrai compte que la Pologne était l'endroit où j'aurais dû être. Mais pour le moment, je vois mon avenir ici, à Barcelone, parce que je suis réellement heureuse dans cette ville. J'aime la Catalogne, j'aime être en Espagne. Tout est hasard. Ma vie est un véritable hasard, dit Milette. Sa naissance en est déjà un quand son père la conçoit à l'âge de 65 ans. Dernière d'une longue lignée de nobles anglais, elle naît dans un prieuré offert par le roi à sa famille au Moyen-Âge. Le contraste est grand quand cette lady me reçoit dans sa modeste maison de bois, levée dans la végétation dominicaine. Là se mélange avec harmonie bois de coco au mur et bois de ces meubles anglais finement sculptés, lampes mauresques et vaisselle chinoise, peinture brésilienne et masques africains, cosmopolitisme au cœur de la campagne dominicaine. Yeah, I was 27 when I left. Yeah. I was about to be a magistrate, I was about to be this, I was about to be that. I'd done everything there was to do in England. There was nothing left to do, not really. À 27 ans, j'avais tout fait. Je devais être ceci, je devais faire cela, mais finalement j'avais tout accompli de ce que je devais accomplir en Angleterre.
Alors à 27 ans, Milette, qui avait étudié, participé au ballet débutante, levé des fonds pour des œuvres de charité, qui s'était mariée, avait enfanté, décide de quitter l'Angleterre. Et elle laisse ses filles à la garde de leur père et de leur nourrice. So if I wanted to go off and do something silly with my life, I didn't see any reason why they should have to be involved in my risk. Yeah. Je voulais vivre une vie plus folle et je ne voulais pas que mes filles encore jeunes souffrent des risques de cette vie. Le voyage n'est pas chose nouvelle pour Milette. Avec ses parents, elle dévore des miles dès son plus jeune âge. À 11 ans, elle a déjà visité tous les pays d'Europe. Adolescente, visité, découvert des pays encore difficilement accessibles. Milette se souvient de tout. Congo, Égypte, Ouganda, Maldives, Espagne, Brésil, Équateur, Colombie, Mexique et tant d'autres. Elle égrène les noms de ces nombreuses destinations et pour chacune d'entre elles, une anecdote est suspendue à ses lèvres. Milette est inclassable. Ma vie est une suite de possibilités, je me suis laissée porter par elle, dit-elle. Faire un résumé de sa vie est un exercice périlleux, tant elle chemine hors des sentiers battus. De son parcours, on retient des odeurs, des couleurs, des émotions, des moments heureux, d'autres difficiles. Sa chance, dit-elle, est de ne jamais s'ennuyer et d'être curieuse de tout. Just to absorb and to take and to give. Juste absorber, prendre et donner. Telle est sa devise. Son regard, toujours empreint d'humanité pour les gens qui l'entourent, ne s'attarde jamais sur la forme, juste sur le fond. Savoir ce qu'elle a fait de sa vie, un jour modiste, un autre vendeuse de pierres précieuses, restauratrice ou encore paysagiste. Savoir où elle a posé ses valises, en Espagne, au Brésil, à Sainte-Lucie ou encore en République dominicaine. Tout cela importe peu, car Milette est comme l'oiseau qui traverse les frontières, sans prise. Ses racines sont là où elle a décidé qu'elle décide de les ancrer. Mais n'oublie jamais qu'il est possible de les ancrer ailleurs un jour. I keep on changing. I think it's that you carry on evolving all the time, you carry on learning. I think perhaps don't get stuck in anything. Don't ever think, well, I mean, it's like if you said to me now, will you be here all the rest of your life? Not necessarily. Probably, but not necessarily. Because something could happen tomorrow. So who knows? I have no idea. Je continue de changer. Je pense que nous évoluons et nous apprenons tout au long de notre vie. Je pense que peut-être il ne faut pas rester coincé dans une situation. C'est comme si tu me demandais, resteras-tu ici pour le reste de ta vie? Pas forcément. Probablement, mais pas forcément. Parce que quelque chose peut arriver demain. Qui peut savoir? J'en ai aucune idée.